habille-toi, on y va. Alors 1, je suis habillé, et 2, on va nulle part, puisqu'aujourd'hui c'est reprise du championnat de F1. Tu vas pas chez mes parents comme ça? Alors non, je vais pas chez tes parents, parce qu'aujourd'hui c'est reprise du championnat de F1, et je reste habillé comme ça. Toi, tu joues beaucoup trop, beaucoup trop. Et de toute façon, en plus, c'est Leclerc et Ferrari qui vont gagner, donc je vois même pas pourquoi. Bref, abonnez-vous si vous pensez qu'elle a tort, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle a tort, mettez un petit éclair et votre pronostic pour la saison en commentaire, et strictement rien à voir, j'en profite pour remercier encore une fois tous les tipeurs qui bénéficient de cette vidéo en avant-première et sans les pubs, et nous on passe au partenaire du jour, un habitué des circuits, si, vous savez, le truc avec les deux petits jeunes là, de NordVPN. NordVPN, donc c'est... Attendez. PH? Oui. Mais t'es où? Faut qu'on parle de NordVPN? Bah ça se voit non, je suis en Belgique, c'est pour pouvoir mater la Formule 1. Tu veux dire comme ça? Waouh, comment tu fais ça? Avec NordVPN. T'as plus de 5000 serveurs partout dans le monde et tu peux te connecter où tu veux en un clic. Mais c'est génial ce truc! Mais ça sert à quoi? Eh ben, à te géolocaliser dans d'autres pays, pour pouvoir bénéficier de services spécifiques à tel ou tel pays. Les catalogues exclusifs Netflix japonais, si tu aimes les animés par exemple, Kokinu, ou donc mater la F1 depuis la Belgique. C'est pas pour ça que t'étais là-bas à la base? Oh bah ouais. Ouais non mais c'est absolument génial. Ah, regarde, je me connecte en Inde, du coup bah, j'ai les pubs indiennes. Bon je comprends absolument rien, mais au moins ça change de celle de chez nous. Mais ça va être dangereux de se balader comme ça, de s'exposer sur des serveurs inconnus, sans compter les ressources matérielles que ça doit pomper, le prix... Mais même toi, tu regardes pas tes propres vidéos ou quoi? Comment ça, même moi? Rien. NordVPN, c'est le système le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour 1. Te connecter partout dans le monde donc, et 2. Pour sécuriser ta navigation derrière un tunnel de chiffrement inviolable, comme le serment. Tes données sont protégées même quand tu te connectes à des Wi-Fi chelous. Et ça te garde en sécurité, même désactivé avec le système de détection de menaces. Comme c'est la nouvelle mode de mettre des QR-codes partout pour afficher les menus de cartes de restaurant ou au pub par exemple, bah tu sais jamais sur quoi tu vas tomber avec ces conneries. T'as intérêt à être bien protégé. Et pour le prix, eh bien c'est seulement quelques euros par mois avec 4 mois gratuits en cliquant sur le lien en description. Eh bien moi je dis merci NordVPN, bah, déjà pour tous ces services, et surtout à titre personnel, merci NordVPN de soutenir autant les créateurs depuis si longtemps. Si vous pouvez profiter de nos conneries depuis si longtemps, c'est parce que NordVPN nous fait confiance et nous laisse carte blanche. Donc merci encore et faut que je rentre, moi, j'ai des épisodes à présenter. Dans l'ombre des paddocks, les âmes dévouées façonnent des merveilles aux cœurs enflammés. 1000 mains, 1000 feux de fièvre et de génie offrent à l'adrénaline un trône inassouvi. Les noms résonnent fort, Senna, Fangio, Prost, Schumacher, Hamilton en lutte sans riposte. Leurs âmes immortelles hantent encore les cieux, ombre d'un noblard où vivent 1000 dieux. Ô Formule 1, temple de la passion, par toi l'homme s'élève brûlant d'obsession, et tant que sur la piste éclatera ton chant, nos cœurs battront encore au rythme du titan. Ouais, la Formule 1, ça me rend poétique, putain. Mais la Formule 1, c'est bien plus qu'une simple série de courses ou de rimes mal senties. C'est un univers où se rencontrent la technologie de pointe et la magie des pilotes. Chaque voiture est un chef-d'œuvre d'innovation où tout se compte en dixièmes de seconde grappillés, où les performances aérodynamiques, les systèmes de gestion de la puissance et les stratégies de carburant sont finement réglés pour offrir les performances au-delà de l'imaginable. Et des plus gigantesques cagades qu'on peut imaginer avec un Larfeuille aussi blindé dans ce temple de l'innovation. La Formule 1, en tant que sport automobile de haute technologie, a vu des inventions brillantes, mais aussi des idées franchement stupides, dangereuses ou totalement contre-productives, quand plus rien d'autre ne compte que la victoire au mépris de toute notion de logique. L'aérodynamique en Formule 1, comment vous dire? C'est un bordel. Celui qui vous dit qu'il a envie de faire ça comme métier, c'est forcément un mec qui aime s'allonger nu et recouvert de miel sur un nid de frelons asiatique. Ou qui aime mater les vidéos d'Obi-Wan de son plein gré. L'aéro, c'est le truc le plus indispensable au bon fonctionnement de ces hérésies sur roues, tout en étant le pire fléau. Le design d'une bagnole doit lui permettre de rentrer facilement dans l'air. Vous avez déjà tous expérimenté le fait de sortir la main par la fenêtre sur l'autoroute, l'air résiste. Et plus on va vite, plus il faut de puissance pour lutter contre l'air. Mais il faut également diriger l'air vers les freins pour les refroidir,
vers le moteur pour l'alimenter, sous la voiture pour la plaquer au sol, et faire en sorte que ça ne provoque pas trop de perturbations à l'arrière pour ne pas la retenir, l'aspirer vers l'arrière et donc la ralentir. Donne-moi de l'aspirine plutôt. L'aéro, c'est ce qui va permettre aux voitures de tourner très vite, de prendre les virages le plus rapidement possible et donc de perdre le moins de temps possible au tour. Mais c'est également le truc qui va bloquer la voiture quand elle va vouloir aller plus vite en ligne droite. Oui, les Formule 1 sont directement dessinés pour fonctionner à très haute vitesse. Ça n'a absolument rien à voir avec vos caddies de supermarché. Les ailerons plaquent la voiture au sol. Elles vont pénétrer dans l'air, ce qui va créer des forces supérieures au poids de la voiture, ce qui techniquement lui permettrait de rouler au plafond. Sans ces éléments, au premier virage, le truc se foutrait au tas. Problème, si cet appui aérodynamique est un allié dans les virages, il est l'ennemi absolu dans les lignes droites, puisque la voiture, cette fois-ci, n'a pas besoin de beaucoup d'appui. Au contraire, elle a besoin de passer dans l'air en interagissant le moins possible avec. Ce qui fait que sur les circuits lents, on a des ailerons qui seront très braqués pour appuyer un maximum sur l'air, n'ayant pas besoin d'aller très vite. Et à l'inverse, sur les circuits très rapides, comme Monza par exemple, on va avoir des ailerons très plats, avec une capacité de prendre les virages assez réduite. Tout n'est toujours que question de compromis. Il va falloir lutter en permanence pour trouver le meilleur compromis entre comment on arrive à rentrer dans l'air sans que ça devienne un mur, utiliser cet air pour les différents organes comme pour alimenter le moteur, tout en créant le moins de traînées aérodynamiques qui va aspirer la voiture vers l'arrière. Et on parle de tellement de paramètres différents et contradictoires que la solution parfaite n'existe pas. On va chercher la moindre petite innovation supplémentaire par rapport aux voisins, aller taper dans des concepts les plus délirants, voire dégueulasses sans hésiter. Et bien entendu, aller explorer le monde merveilleux de la triche. Mettre une photo de Flavio Briatore. L'aéro, c'est vraiment le truc en Formule 1 où les pires concepts ont été pondus, comme ce genre de merveille, la Caterham CT05, ou encore ça, Arrows Asiatech A22, mais qui n'a jamais couru en Formule 1 dans cette configuration, contrairement à celle qu'on va voir. 2004, la Williams FW26 née de Morse. Les équipes de F1 cherchent toujours à maximiser l'appui aérodynamique tout en réduisant la traînée, et depuis les années 2000, c'est vraiment un des éléments les plus importants. Williams, une petite écurie familiale avec malgré tout le deuxième plus gros palmarès de la F1 derrière Ferrari, avec 9 titres constructeurs entre 1980 et 1997, oui, plus que Mercedes et McLaren, devait trouver le moyen de scotcher au sol sa charrette emmenée par le surpuissant moteur V10 BMW P84, améliorer la stabilité à haute vitesse et optimiser le flux d'air sous la voiture pour maximiser l'effet de sol, générer le plus d'appui tout en réduisant la perturbation du flux d'air autour des suspensions avant. Les compromis, tout ça. Et du coup, les ingénieurs se sont dit, tiens, si on lui pondait un bon gros pif large et court. Ouais, mais ça ressemble quand même vachement à un nez de morse. Ouais, et... Ce design dégueulasse devait permettre une meilleure circulation de l'air sous la voiture, tout en réduisant l'interférence du nez traditionnel avec le flux d'air dirigé vers le diffuseur arrière et foutre le centre de gravité légèrement plus bas, permettant donc une meilleure répartition des masses, réduisant la traînée et augmentant l'appui sur le train avant, rendant donc la voiture plus stable en entrée de virage. Sauf que... ce pif dégueulasse a rendu la FW26 difficile à piloter et instable, en particulier dans les virages lents. Oui, parce que la physique fait que tu as besoin de configurations différentes pour les virages selon qu'ils soient lents ou rapides. Là, le nez crée des turbulences au lieu d'optimiser l'écoulement d'air sous la voiture, un manque de réactivité dans les virages serrés, sans compter que les pilotes Ralf Schumacher et mon chouchou Juan Pablo Montoya voyaient que dalle à l'avant, donc pas simple pour les manœuvres. La concurrence était partie sur plus simple, donc en cours de saison, Williams est revenu sur un tarbouif beaucoup plus conventionnel, mais qui fonctionnait finalement bien mieux. Reste cette tentative malheureuse de rentrer dans l'histoire et ce design qui, lui, restera à jamais immortalisé. Tout comme plus tard, la Renault R29 née de Dauphin. 2009, Renault R29 née de Dauphin. Cette fois-ci, le contexte est un poil différent. La FIA introduit de nouvelles réglementations aérodynamiques pour favoriser le dépassement et réduire la dépendance aux turbulences aérodynamiques. Parce que oui, les F1, c'est pas totalement comme tu veux. Il y a la FIA qui dit que ta charrette a le droit de faire telle ou telle taille, d'avoir tel type d'aileron, etc. T'as un pavé de réglementation et il faut trouver le meilleur compromis dans ce cadre-là. Sinon, une F1 pourrait ressembler à ça. Ok, donc on est d'accord, ça c'est la F1 parfaite, voilà. 2. L'aéro c'est nickel sur le papier, mais une bagnole dans un air propre, avec des gains devant, va se comporter radicalement différemment quand elle suit quelqu'un d'autre. La traînée de la bagnole devant va fortement perturber le fonctionnement de celle qui veut doubler, faire chauffer ses pneus, etc. Donc la FIA dit aileron avant plus large et plus bas pour permettre un meilleur appui mécanique, aileron arrière plus étroit et plus haut pour perturber le moins possible les voitures suiveuses. Et suppression de nombreux appendices aérodynamiques, rendant les voitures plus lisses et plus simples visuellement. Faut donc repartir de zéro
héros et se foutre à la planche à dessin. Et tada! Renault R29 Net Dauphin. L'idée, c'est d'optimiser l'écoulement de l'air sous la voiture et d'améliorer l'appui aérodynamique. Le résultat, le Net Dauphin crée des forces aérodynamiques totalement bordéliques, rendant la voiture imprévisible en entrée de virage. Le genre de truc aussi délicat à négocier que quand tu rentres à 3 h du matin torché et que t'avais dit 21 h et une bière max. Et comme en plus tout le reste de la voiture a été pensé avec le cul, le reste de l'aéro aux fraises, un moteur qui tourne à la compote bio sans sucre, et un système de récupération d'énergie lourd et pas au point, la Renault tient plus du méchoui sur roue que du bolide concurrentiel, et termine 8e du championnat, et signe la fin temporaire de Renault en tant que constructeur. Pas mal, non? C'est français. Et des nez vilains, il y en a eu. Et je parle pas seulement de celui de Gontran H. 2014, Lotus E22 et son double pif dégueulasse. 8e au championnat, 3 bagnoles dans les points sur 19 courses, et côté classement pilote, 14e et 16e. Ou encore probablement ce qui s'est fait de plus laid dans l'histoire, 1971, la marche 711. Horrible, inconduisible et horrible. Ferrari nous a également pondu 2-3 belles pièces comme la 312 T4. Mais bien entendu, si on parle de l'avant, il faut aussi parler de l'aileron arrière, comme sur cette merveilleuse McLaren M7A, ou la désormais légendaire Brabham BT26 et ses ailerons mobiles. C'était la première F1 à intégrer des ailerons, et on peut dire que c'était une belle réussite. Ah non, c'est diabolo. Tellement que ça a très vite été interdit pour cause de danger et de trépas accidentels potentiellement trop élevés. Bref, il y en a encore des dizaines d'horreurs dans ce style, avec des histoires aussi débiles, donc si jamais vous voulez un épisode 2, dites-le en commentaire, partagez cette vidéo pour qu'elle marche, si elle marche pas, je vais pas en faire un épisode 2. Mais puisqu'on parle de la mort, il y a aussi des bagnoles qui semblaient conçues pour tuer leurs pilotes. Parce que ouais, si la sécurité aujourd'hui est au cœur de tout en F1, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des décennies, ce qui comptait, c'était la performance, la performance, la performance. Comment? La vie du pilote? On s'en fout de ça, non? Moi, en tout cas, je m'en fous. Alors, pour rappel, non, la vitesse ne tue pas. La vitesse augmente l'énergie cinétique, et c'est la manière dont cette énergie est libérée qui peut vous tuer. Les mecs passent leur vie à plus de 300 et ils meurent pas plus que ça. Ils vont beaucoup plus vite qu'avant, et avant ils mouraient beaucoup plus. Quand t'es à 300 dans le TGV avec ton Starbucks, tu risques pas de mourir non plus. Et oui, c'est subtil, mais ça fait toute la différence. On voit régulièrement des mecs sortir d'énormes crashs avec quasiment aucune blessure. Parce que tout est pensé pour la survie du pilote, pour libérer l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça le halo, l'espèce de truc autour de la tête des pilotes en forme de lanière de tongue, qui a été introduit en 2018. Mais avant, balèque total de ça. Et du coup, comme plus de sécurité, on veut bien tenter 2-3 trucs un peu à la 12 par sec. Toujours ce même problème d'aérodynamisme, mais pas vraiment dans le design des ailerons, mais vraiment dans le fonctionnement de la voiture cette fois. Les jupes mobiles dans les années 70 et 80. En 1978, le génial Colin Chapman débarque avec la Lotus 79 et ses jupes mobiles. C'est un jeu d'ailerons posé sur des ressorts ou des bouts de caoutchouc sur les côtés de la voiture qui empêchaient l'air de passer sous la caisse et donc augmenter l'effet de sol. Ce truc donc qui permet d'accélérer l'air sous la voiture tout en limitant les turbulences et donc de faire l'inverse de l'effet Venturi sur un avion qui va donc l'aspirer vers le haut. Là, ça va l'aspirer vers le bas. Et donc donner plus de grip, plus d'accroche aux pneus sur la route. Problème, elles sont mobiles, justement. Ce qui fait que déjà, ce sont des pièces fragiles qui peuvent facilement casser et atterrir dans le museau du copain qui passe après. Mais également, ça rend les voitures certes très performantes, mais également très imprécises et totalement incertaines à très haute vitesse. Oui! La Lotus 79 gagne le championnat 78 et donc tout le monde limite très vite. La Ligier JS11 finit en 1979 3e du championnat et 2e en 80, grâce à ce redoutable effet de sol. Mais cette instabilité causera notamment la mort de Gilles Villeneuve en 1982 lors des essais du Grand Prix de Belgique. Le Canadien percute la voiture qui le précédait justement parce que sa voiture est devenue trop inconduisible un court instant à cause de ses jupes mobiles. Un coup, ça tient très bien la route et le dixième de seconde plus tard, c'est un tapis volant sur une savonnette sur une plaque de paraffine enduite d'huile sur le sol du salon d'Archéo-Fennec un lendemain de premier samedi du mois. Le pilote sera éjecté de sa voiture, plus rien pour absorber l'énergie du choc. Les jupes mobiles seront donc interdites après cet accident et ceux d'autres, comme ceux de Patrick Despaillés ou de Jean-Pierre Jabouille qui mettra fin à sa carrière en 1980. Et dans le style tout pour la perfo balèque de la pension veuvage, le F-Duck de McLaren. 2010, pour éviter de faire un compromis et de perdre en performance, soit sur les virages, soit sur les lignes droites, McLaren se dit « Viens, on va modifier la configuration de la voiture selon là où elle se trouve sur le circuit. » Il faut que l'air passe d'une certaine manière dans les courbes pour bien plaquer la charrette au sol,
et d'une autre manière dans les lignes droites pour pas être freiné. Alors bien entendu, pas con, on se doute que depuis les jupes mobiles, ce genre de truc est interdit par la FIA. Il n'y a pas de pièces mobiles, sauf dans le cas de certaines configurations précises comme le DRS actuellement. L'aileron mobile qui peut se lever et s'abaisser sous certaines conditions très précises et réglementées. Là non, c'est le pilote avec sa propre cuillère qui vient boucher le trou et modifier ainsi l'aéro de la merguez. Le mec tape son meilleur 350 avec une seule main sur le volant pour pouvoir boucher l'entrée d'air. Au calme. Alors bien entendu, avec des caméras de tous les côtés, les commissaires n'ont pas tardé à découvrir la supercherie. Et ça a donc été... alors, non pas directement interdit, non, le règlement a stipulé que le pilote devait avoir les deux mains sur le volant. Donc ils se sont mis à le boucher avec le genou. Les deux mains sur le volant, mais hop, ça passe pas. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Avant que là, ce soit réellement totalement interdit. La performance, ok, mais depuis quelque temps, la sécurité quand même d'abord. Donc malin, mais trop dangereux. Ça dégage. Et en parlant de malin, quand on a des moyens quasi illimités et les meilleurs ingénieurs du monde, il y a aussi des pépites d'ingéniosité qui débarquent de temps en temps, forcément. Des trucs tellement géniaux que soit tu copies, soit tu passes ta vie les yeux dans le rétro à attendre que le mec te prenne un tour et à espérer une deuxième place. Et les concepts trop malins, donc interdits, il y en a eu des tonnes. 1981, Lotus 88, double châssis. Les jupes mobiles ayant été interdites, il faut trouver une autre solution pour gagner en vitesse. La FIA fixe la hauteur minimale de 6 mm. Et 6 mm en vrai c'est haut, ça peut faire perdre beaucoup de vitesse. Donc le seul moyen de garantir une allure encore à peu près correcte, c'est de supprimer les suspensions. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Donc là, vous vous retrouvez à 300 à l'heure sur un truc raide comme un puceau lors de sa nuit de noces, à encaisser des jets comme une pucelle lors de sa nuit de noces. Ni confort, ni très sécure, et au final moyennement performant. Alors, notre bon vieux Colin Chapman débarque, lui, avec une idée. Ils veulent plus de jupes? Pas de problème, voilà ce qu'on va faire. On va garder la voiture tout pareil que les autres, les 6 mm, la rigidité, tout ça de piste de flûte, sauf que nous, on va mettre un châssis à l'intérieur du châssis. Ouais, on va mettre une petite voiture à l'intérieur de la voiture, pour garder à la fois le côté aérodynamique et un châssis confort pour le pilote. Confort et performance. Comment on fait ça, chef? Tout à la fibre de carbone. Mais on n'a jamais fait ça? Bah non, personne n'a jamais fait ça. C'est pour ça qu'on est en Formule 1, pour innover. Résultat, Nigel Mansell enchaîne les tours sans se péter les lombaires sur les bosses et s'exploser le fion dans les virages. Sauf que les autres écuries voient pas ça d'un très bon œil. Forcément. Lotus débarque avec un système ultra efficace auquel les autres n'avaient pas pensé et qui font qu'ils n'ont pas le temps de le développer. Ils posent donc une réclamation auprès de la FIA qui leur donne raison et la Lotus 88 part à la poubelle. La FIA estime que c'est un contournement de la réglementation aérodynamique. Trop génial pour être légal. Dans le même style, 2009, 3 équipes sont concernées cette fois. Brown GP, Toyota et Williams, avec un système de double diffuseur. Et qu'est-ce que c'est un diffuseur? C'est encore un appendice aérodynamique qui permet de canaliser l'air sortant de la voiture en réduisant les turbulences qui pourraient perturber l'écoulement et pénaliser l'aérodynamisme. Et alors autant les diffuseurs ça existe déjà, autant le double diffuseur, c'est Brown GP qui lance le truc. C'est ultra efficace mais totalement illégal. Enfin, c'est pas prévu par le règlement, plus précisément. Donc ça sera toléré saison 2010, avant d'être interdit. Autre problème de taille sur les F1, la répartition des masses. Quand on accélère, le poids a tendance à partir vers l'arrière. Et quand on freine, il a tendance à être réparti vers l'avant. Et donc, la voiture ne va pas se comporter de la même manière quand on accélère et quand on freine. Et parmi ces problématiques, si une voiture est trop légère au niveau des pneus, elle va galérer au niveau de l'avant pour prendre les virages. Ça va être plus compliqué à gérer, notamment sur les bosses. Donc en 2006, Renault arrive avec une solution géniale qui n'est pas prévue au règlement. En tout cas pas interdit, le mass dumper. Un point mobile dans le pif pour stabiliser la charrette sur les bosses. Le truc est tellement efficace qu'ils gagneront le championnat la même année avec Fernando Alonso, et c'est tellement efficace que ça va être interdit en plein championnat. Encore un truc trop malin pour être légal. Mais à ce petit jeu-là, la palme revient probablement à la Fancar Brabham BT46B de 1978. Première course de la saison et le légendaire Gordon Murray débarque avec un concept absolument dingue. Une Formule 1 avec un énorme ventilateur à l'arrière qui aspire l'air sous la bagnole pour une aérodynamique de l'extrême et un effet de sol totalement imbattable. Première course, première victoire. Et légalement impossible de l'enlever. Rien ne prévoyait dans le règlement qu'il était interdit de foutre un ventilateur sur sa merguez. Du coup, comme les autres voitures ne pouvaient pas rivaliser, la techno était interdite immédiatement à la fin de la course. Et on parle pas juste d'un truc ingénieux là, on parle d'un truc absolument génial, bien trop pour être autorisé. Comme Pastouille. Mais bien entendu, tout le monde n'est pas Gordon Murray avec des idées géniales. Il y a aussi une palanquée de bagnoles totalement éclatée tout au long de l'histoire du merdier.
2007, la Honda RA107 Earthcar. Le concept, un design révolutionnaire, sans sponsor pour sensibiliser à l'écologie. Ah non, mais le design est plutôt joli, c'est agréable à regarder, hein, mais c'est complètement con. Comme pastouille. Connard! Bah ouais, parce que c'est bien gentil de vouloir courir pour l'écologie dans une charrette qui consomme 50 litres de mazout au 100 km, mais résultat, des milliers de kilomètres parcourus pour revenir au point de départ à chaque fois, pour au final, dernière du championnat. Parce que c'est bien beau, hein, les concepts, la vertu, mais pour courir en Formule 1, il faut du gros ouf. Et le pognon, ben, ça passe par les sponsors, comme NordVPN, je sais pas où est le logo. Il faut des marques qui payent pour être affichées sur les bagnoles, et qui payent cher. Sans les sponsors, bah, tu peux pas développer le moteur, l'aéro, payer les ingés, fabriquer les pièces, et au final, tu te retrouves avec une espèce de couscoussière certes très jolie, mais qui va pas te faire un très bon couscous. Et puisque c'est les champions du monde en titre, on peut les chambrer un petit peu, parlons un peu de McLaren. 1995, McLaren MP410. Toujours question de compromis, hein. Pour être performant, il faut que la voiture essaye de vous tuer. Mais après la mort de la légende Ayrton Senna l'année d'avant, on essaye quand même de préserver la vie des pilotes. McLaren conçoit donc un cockpit surélevé pour plus de sécurité. Parce que oui, sinon les pilotes sont vraiment assis à ras du sol pour le meilleur effet dynamique. Problème, ben, leur truc est pensé avec le cul et les pilotes ont du mal à entrer et sortir de la voiture. Et pour la sécurité, on sacrifie totalement l'aérodynamique. Résultat, on se retrouve là avec un kebab salade tomate oignon, sauce mayonnaise allégée, lente et inconduisible. Une saison ruinée pour McLaren à cause d'un mauvais concept. Et je veux bien que la victoire ou la défaite ne tienne qu'à un cheveu, hein. C'est comme la folie et le génie. Hein. Il faut prendre des risques, tenter des trucs. Mais des fois, j'ai quand même du mal à comprendre comment des fours comme ça peuvent être validés, alors que sur le papier, tout montre que ça va pas fonctionner. 2003, McLaren MP4-18. Comment ça, elle apparaît nulle part sur les classements, la MP4-18 ? C'est bizarre ça. Après la saison 2002 où Ferrari a mis une énorme fessée à McLaren en marquant 4 fois plus de points, l'écurie héritière de Bruce McLaren débarque avec un concept révolutionnaire ultra agressif, la MP4-18. On la lance faire des tours de circuit pour tester et régler les derniers détails. Et résultat, la voiture était si instable et fragile qu'on dirait un électeur de... Quoi? Mais non, c'est pas ça le texte. Ah non, voilà, c'est ça. La voiture était si instable et fragile qu'elle casse en essai et n'a donc jamais couru une seule course. On se retrouve début 2003 et McLaren est obligé d'aligner sa vieille MP4-17 de 2002 et faire la course avec cette voiture-là courant après les évolutions. MP4-18 à la poubelle et une saison de développement ruinée. Et c'est pour ça qu'elle n'apparaît dans aucun classement. Et on finit avec la MP4-24 de 2009. Alors attention, hein, je précise, j'aime beaucoup McLaren, hein, sans être totalement fan. Mais j'adore Lando Norris, j'aime beaucoup Zak Brown. Mais voilà, comme c'est les champions du monde, on peut tailler un petit peu. En 2009, la FIA souhaite intégrer des éléments pour stimuler un petit peu l'écologie. Notamment le KERS, le système de récupération d'énergie qu'on a maintenant sur toutes nos bagnoles hybrides. La voiture emmagasine de l'énergie cinétique à l'accélération. Le principe est donc qu'on puisse récupérer une partie de cette énergie au freinage pour recharger une batterie, qui pourra ensuite injecter un surplus de puissance à certains moments de la course. Et si sur le principe c'est relativement facile à comprendre, ici on est en Formule 1, et il faut que le truc soit ultra optimisé. McLaren tente donc l'aventure avec son KERS maison, mais problème, comme pour Renault la même année, le bousin ne fonctionne pas du tout. Il est en surchauffe constante, et McLaren a dû le désactiver la plupart du temps. Il se retrouve avec un poids mort embarqué, qui pourrait certes être utile s'il restituait de l'énergie, mais là non. Encore une fois, hein, toujours cette question de compromis. Et là, bah, c'est juste ta belle-mère que tu emmènes en vacances et qui en plus ne paye même pas sa part au resto. La plupart des équipes l'abandonnent d'ailleurs en cours d'année ou l'année suivante. Encore une bien belle idée de merde. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler probablement du concept le plus what the fuck de la Formule 1, la Tyrrell P34 à 6 roues. Ouais, cette bagnole, techniquement, est un putain d'insecte. Comme le cheval d'Odin. La Tyrrell P34 est le 34e modèle de l'ingénieur britannique Derek Garner. Ça fait un moment qu'il pense à créer une bagnole avec 6 roues et donc 4 petites roues à l'avant. L'idée est qu'avec plus d'empreintes au sol à l'avant, la voiture pourrait s'inscrire plus facilement dans les virages. Et globalement, eh ben ça fonctionne. Elles finissent P2 et P3 à Monaco en 1976 et remportent même le Grand Prix de Suède la même année. Mais en fin de saison, Ferrari rattrape son retard et les problèmes commencent. Déjà, les pneus, c'est pas les mêmes que la concurrence. Il faut donc un développement spécial pour continuer à les rendre compétitifs. Et si la voiture gagne effectivement en adhérence dans les virages lents comme à Monaco, dans les longues courbes, c'est plutôt une misère à tenir. Les 4 petites roues créent des turbulences aérodynamiques difficilement contrôlables, sans compter le système de freinage qu'il faut adapter à 4 roues. Techniquement, mécaniquement, c'est de plus en plus un enfer à régler, et le pire intervient en 1977. Parce que oui, 4 petites roues à l'avant, c'est très sympa, mais il faut aussi qu'elles fonctionnent avec les roues arrière. Or, les pneus évoluent différemment, et la voiture devient
devient vite inconduisible. Un mélange de plein de problèmes signeront la fin de carrière de la mythique P34 à 6 roues, qui n'en restera pas moins une des bagnoles les plus dingues et iconiques de cette folle histoire qu'est la Formule 1. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous le mets en description, si jamais vous voulez voir ces bagnoles tourner en vrai, vous avez la possibilité d'aller sur les grands prix historiques, notamment à Monaco, une année sur deux. C'est pas très cher, en tout cas c'est beaucoup moins cher que la Formule 1 normale. Donc si vous avez envie de voir toutes ces pépites tourner, vous avez la possibilité de les voir donc à Monaco, une année sur deux, dans le Grand Prix historique, lien en description. Voilà, j'espère que ce petit tour des plus beaux ratages ou des plus beaux contournements de règles vous a plu. Il y a encore des dizaines à explorer, hein, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout à ceux qui n'aiment pas la Formule 1 pour leur montrer à quel point ce monde est merveilleux. Et si ça vous a plu, on fera un épisode 2, probablement aux alentours de juin, hasard de l'actualité. Des bisous, moi je vais faire la sieste, et n'oubliez pas que le génie est partout. Allez, on y va. Non, mais non.